Salut Booktube, si vous aviez vu mon vlog sur Ouest-Hurlan, vous savez que j'ai pu avoir le livre Emils de Emmanuelle Chastelière en avant-première avec les éditions Argile qui l'avaient sorti à ce moment-là. Il sort officiellement dans quelques jours au moment où vous voyez cette vidéo, quelques jours aussi au moment où je la filme, je l'avoue, et un de mes objectifs que j'ai pu réussir, heureusement, c'était de le lire avant sa sortie pour pouvoir vous dire si ça valait le coup ou pas. Réponse brève mais informative tout de même, oui, je trouve que ça vaut le coup. Restez quand même pour savoir mon avis un peu plus détaillé parce que j'ai pas mal de choses à en dire et j'ai aussi quelques petites précisions et petits conseils à faire lors de cette vidéo. Je vais poser ce livre parce que je n'aime pas forcément me trimballer avec le livre pendant toute la vidéo, donc je le pose et je vous reprends tout de suite. Donc dans Emils, on va suivre le personnage de Emils, je sais, c'est assez choquant, mais surtout ce qu'il faut dire avant tout, c'est que Emils est la femme de Hannibal Barca qui était un grand général de Carthage à l'époque où c'était un empire, l'empire carthaginois, au cœur des guerres puniques et des guerres avec Rome. Et donc on va suivre le personnage de Emils qui est donc la femme de ce général mais qui se retrouve un petit peu retirée de la guerre et de tout le conflit essentiel à cette époque et qui essaye de trouver sa place au sein d'une famille à laquelle elle n'appartient pas puisqu'elle a été un petit peu livrée comme épouse pour sceller une alliance entre deux royaumes, enfin je dis alliance mais c'est un peu Carthage qui a envahi le royaume où son père est roi. Et donc elle va trouver sa place dans une ville, dans un royaume qu'elle connaît finalement assez mal, dont elle ne maîtrise pas totalement la langue au début, et avec des visions de ce qui est important qui sont totalement éloignées de la guerre et avec un dégoût pour tout ce qui va être la guerre, tout ce qui va être la violence, etc. On va la suivre pendant de longues années, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère habituellement dans les livres, mais là ça passait plutôt bien. Et donc on va la suivre pendant de longues années, un petit peu tout au long de la première moitié de la deuxième guerre punique, pour voir comment elle va faire sa place. Vous l'avez compris avec le résumé, c'est un récit qui est éminemment centré sur le personnage et sur la trajectoire de vie du personnage d'Emils, et donc c'est une intrigue qui va être assez lente finalement. Il se passe assez peu d'événements et on est par essence très retiré du conflit politique principal et de la guerre, donc ne vous attendez pas à ce que ça se batte dans tous les coins puisque c'est pas du tout le cas. Et on est vraiment sur une intrigue très lente, très posée, avec une femme qui va se chercher, qui va essayer de trouver qui elle est, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a le droit de faire, et les interdits qu'elle va braver pour rester elle-même et pour continuer à faire ce qui est important pour elle. Et donc en fait la politique va être très au second plan. On ne comprend pas tout honnêtement à la politique et aux intrigues politiques, puisque elle-même ne comprend pas tout et que comme on est à sa place, on va plutôt être dans ses chaussures que au cœur même des discussions plus avancées sur le plan politique. Donc ne vous attendez pas à du combat, ne vous attendez pas à de la stratégie militaire, à de la politique, etc. Ce n'est pas le but du livre, c'est quelque chose qui est assez lent, qui prend son temps, et je pense qu'avec ces attentes, on ne peut pas être déçu du rythme qu'il a puisque c'est un peu le bail qu'on signe avec le livre en y allant. Pour l'intrigue, autre petite précision et chose que je vais un petit peu peut-être combler dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc on est retiré de toute l'intrigue principale, et si comme moi les termes de guerre punique, d'empire carthaginois, etc. étaient assez flous pour vous, ça peut être un petit peu compliqué de rattacher les wagons, et au milieu à peu près du livre, je me suis aventurée sur les pages Wikipédia des guerres puniques, etc. et ça m'a beaucoup aidé à comprendre. Et donc je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée d'aller dans ce livre en ayant un petit background historique,
assez rapide hein, en connaissant un petit peu les grandes lignes parce que je trouve que, en tout cas pour ma part, je ne les ai jamais appris et je n'en ai jamais vraiment entendu parler. C'est un univers qu'on ne connaît pas très bien. À cette époque-là, on connaît la Grèce et Rome et c'est à peu près tout. Carthage a été un petit peu oublié dans les méandres de nos livres d'histoire français. Et donc je vais vous faire un petit background historique en deuxième partie de cette vidéo. Il faut savoir que ce n'est pas nécessaire pour apprécier et comprendre ce livre, c'est juste que je pense qu'on a une meilleure compréhension globale quand on connaît ces quelque chose là, et de toute façon c'est toujours intéressant d'en apprendre plus. Donc si vous voulez un petit moment culture générale historique, restez jusqu'au bout, ça peut être intéressant même si vous ne comptez pas forcément lire le livre tout de suite. Donc vous l'avez compris, le principe même de ce livre, c'est vraiment centré sur le personnage d'Emils et donc les personnages vont vraiment être au centre du texte mais de façon quand même qui reste assez externe. On va vraiment pas être sur de l'interoception pure, on va plutôt comprendre ses états d'âme de façon un peu globale et son évolution de façon plus générale. D'habitude ça me dérange un petit peu, ce n'est pas ce que je préfère honnêtement dans les livres, mais ça c'est purement personnel et là ça passait très très bien. Je trouve qu'on est juste assez avec elle dans ses pensées pour vraiment comprendre ses états d'âme, les difficultés qu'elle traverse, et je trouve que c'est vraiment un équilibre qui a été extrêmement bien trouvé par l'auteur. On comprend qui elle est, on comprend tout son dégoût de la guerre, de la violence, parce que c'est vraiment ça qu'elle est et qu'elle défend. C'est une femme qui est profondément juste, bienveillante et douce, qui est à l'opposé en fait de tout ce que la ville souhaite, de toute la guerre qui est rabâchée encore et encore et encore par la ville. Elle déteste tout ce qui va être violence, maltraitance notamment des animaux. Il y a tout un message de bienveillance envers les animaux et notamment par rapport aux éléphants de guerre qui sont utilisés lors de cette période, et vraiment je trouve que c'est extrêmement appréciable, c'est extrêmement dur de la voir haïr ça à ce point et devoir supporter de voir ça au quotidien. Je trouve que c'était vraiment extrêmement bien rendu, c'est un personnage que je trouve très intéressant, qui a ses faiblesses mais qui reste extrêmement forte, extrêmement droite avec ce qu'elle croit et ses convictions à elle. Et elle va essayer de tout faire pour un petit peu résoudre les autres problèmes de la ville qui ne se préoccupent finalement que de la guerre et de comment gagner cette guerre contre Rome, et j'ai trouvé ça juste tellement bien fait. On voit aussi des moments où elle va craquer, des décisions qui ne sont pas forcément faciles à faire pour elle et qu'elle va devoir faire quand même, et vraiment c'est extrêmement bien fait. On a aussi toute une discussion autour de la maternité qui est attendue de ces femmes qui sont les épouses d'héritiers en fait, de rois, de généraux, etc., qui doivent assurer une lignée, et une femme qui ne veut pas forcément être mère dans un tel monde, dans un monde qui est dirigé par la guerre, puisque elle ne veut pas de ça, elle ne veut pas soumettre un enfant à cet univers-là et à cette violence-là, et on va voir du coup la discorde qu'il y a entre ce qu'elle veut et ce que le monde attend d'elle, et ce que la famille dans laquelle elle réside attend d'elle également. Pour moi, le récit, c'est vraiment, comme son titre l'indique, centré sur le personnage d'Emils, et même si on ne comprend pas tout le reste, l'évolution du personnage est assez claire pour avoir quand même un intérêt pour le récit. Quelque chose qui m'a un peu dérangée moi personnellement, c'est au niveau du nombre de personnages, puisque il y a beaucoup de personnages quand même avec des noms qui n'ont pas des sonorités occidentales classiques, donc des noms qu'on a un peu plus de mal à retenir personnellement, hormis les quelques noms assez classiques ou qui revenaient beaucoup. Globalement, j'arrivais pas à les retenir, je confondais un peu tout le monde. En plus, il y a beaucoup de noms qui commencent par la même lettre et globalement, les 5 prénoms en S, je les confondais tous. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait une liste des personnages au début, personnellement. Leur rôle est pas toujours rappelé, enfin voilà, des fois ça a été un petit peu compliqué pour moi. Après je sais que je suis très nulle pour ça, mais si c'est quelque chose avec lequel vous avez du mal, peut-être prendre des notes au début quand les personnages sont présentés, parce que honnêtement moi ça m'a vraiment posé un peu problème. Ça m'a un peu empêché de comprendre tout ce qui retournait dans le livre et toute la conclusion notamment
de bien appréhender tous les liens entre tous les personnages, et du coup je me pose un peu la question à terme de le relire en prenant les notes et en sachant tout ce que je sais maintenant sur Carthage, etc., pour essayer de mieux comprendre un petit peu tout ce dont il retourne. Mais de toute façon, ça n'a pas gâché mon appréciation du livre, puisque le centre, c'est comme j'ai dit, le personnage d'Emils. Quand on parle d'un livre tel que celui-là, d'un livre sur Carthage, qui a vocation aussi d'être assez ancré dans un réalisme historique, il faut bien évidemment parler du contexte historique et de la véracité de ce texte. Et a priori, c'est quand même très réaliste. Il y a quand même eu énormément de recherches qui ont été faites, puisque l'ouvrage, donc écrit par Emmanuelle Chastelière, a été dirigé par Justine Breton, qui est docteure en littérature médiévale et maîtresse de conférences en littérature française et notamment littérature médiévale à l'université de Reims. Et elle a fait de nombreux textes aussi en étudiant le médiévalisme dans la fantasy, notamment avec plusieurs récits sur Game of Thrones, sur Camelot, sur Monty Python, sur The Witcher, etc. Et donc quelqu'un qui a l'habitude d'analyser les textes en lien avec les époques passées, même si on est avant l'époque médiévale, ça souligne quand même une volonté de recherche. Et le côté carthaginois, je trouve qu'il est extrêmement bien représenté dans le sens où il donne une véritable ambiance au texte, qui n'est pas juste là pour donner trois noms un petit peu bizarres, entre guillemets, hein, quand on se réfère à nos oreilles occidentales et aux habitudes qu'on a, nous, occidentaux. Donc ce n'est pas là juste pour ça, avec un univers médiéval lambda. Non, non, on a vraiment une empreinte de cet univers qui est tissé tout au long du récit, dans chaque intrigue, dans chaque élément du texte, dans chaque décor, etc. C'est vraiment extrêmement bien représenté, et pour ça je trouve que c'est extrêmement intéressant. J'ai beaucoup apprécié ce côté qui est encore renforcé par la plume, puisque j'ai trouvé l'écriture très jolie, très adaptée. Il y a beaucoup de termes un petit peu spécifiques à l'époque carthaginoise que j'ai recherché, avec notamment des armes de cette époque-là et tout un lexique autour des divinités, des offrandes, etc., qui est extrêmement bien recherché et qui change vraiment, qui participe à donner cette ambiance que j'ai autant aimée dans ce livre. C'est vraiment pour moi une des grandes forces du texte après le personnage d'Emils. Et même au-delà de ça, la plume est extrêmement agréable, l'utilisation des mots, je l'ai trouvé extrêmement juste, il n'y a pas de chose qui m'a vraiment dérangée, au contraire, c'était très fluide, c'était très bien écrit. Il y a même des petits passages que j'ai surlignés alors que ce n'est pas du tout dans mes habitudes, mais il y a un moment, une citation où je me suis dit que il fallait absolument que je la surligne parce que je l'ai adorée, et vous avez vu que ça n'est pas arrivé qu'une seule fois, c'est arrivé plusieurs fois, surtout sur des citations éminemment féministes que j'ai trouvées extrêmement justes et extrêmement bien retranscrites. Et donc vraiment chapeau à l'auteur, parce que c'était pas forcément évident et que c'est extrêmement bien réalisé. Vous l'avez compris, malgré des petites difficultés à la lecture de par les personnages un peu trop nombreux pour moi personnellement et le contexte historique dont je n'avais aucune idée, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié et que j'aimerais à terme relire pour mieux m'imprégner de tout l'univers, de tout le contexte historique, etc., en notant peut-être un peu plus les personnages. Mais vraiment, j'ai été extrêmement impressionnée et je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Si vous voulez quelque chose qui change, qui est original, qui s'éloigne un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir en historique, parce que c'est pas du tout de la fantaisie, hein, c'est du récit purement historique pour le coup, et c'était vraiment extrêmement bien, j'ai énormément apprécié, je pense que ça peut être le cas pour beaucoup, donc je vous le recommande grandement. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Et du coup, pour celles et ceux qui sont intéressés, ou même celles et ceux qui ne sont pas intéressés mais qui veulent, comme je l'ai dit, améliorer leur culture générale et qui comme moi n'y connaissaient rien à Carthage, je vais vous faire un petit tour d'horizon de cette période de l'histoire et vous partager un petit peu l'histoire de Carthage en tant qu'empire, hein, pas en tant que ville tout simplement. Je tiens à préciser que l'ensemble de mes connaissances actuelles vient de certaines pages Wikipédia et que ce n'est en aucun cas exhaustif, ce n'est pas du tout mon domaine de spécialisation, au contraire, j'ai une
connaissance de ces périodes de l'Antiquité qui se limite à la 6e environ. Donc voilà, si vous y connaissez quelque chose, vous y connaissez probablement beaucoup plus que moi. Ça n'est pas forcément intéressant pour vous de regarder la suite, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir de grandes lacunes dans ces sujets, et donc je trouvais ça intéressant, quitte à avoir fait des recherches, autant les partager avec vous. Et déjà, petite précision, puisque on est vraiment dans l'époque où en fait les empires ont le nom de la ville, et que quand on réfère à Carthage, c'est vraiment pas uniquement la ville, mais c'est tout l'empire et tous les territoires qui sont soumis à sa juridiction, comme en fait l'empire romain, donc l'empire de Rome, comme l'empire Sparte, etc. C'est vraiment assez général à cette époque-là. Donc Carthage était un empire très étendu à l'époque, surtout maritime, qui était à son apogée un peu à la transition entre la Grèce et Rome, puisqu'il a été à son apogée et il contrôlait la Méditerranée occidentale au moment où la Grèce contrôlait plutôt la Méditerranée orientale. Et donc on a les deux qui étaient un petit peu en rivalité, et pendant ce temps-là, il y a l'Empire romain qui commençait à grandir et à s'étendre un petit peu, et qui va après avoir des relations pas totalement sympathiques avec l'empire carthaginois, et donc on est un petit peu dans ces eaux-là entre la Grèce et Rome pour vous situer un petit peu. Donc Carthage à son apogée était vraiment un empire maritime sur toute la Méditerranée, comme je l'ai dit, occidentale, et qui comprenait la Sicile, la Sardaigne, la Corse et beaucoup de territoires africains, notamment la Mauritanie, la Numidie, l'Ibérie, Ibiza, etc. Je remettrai après des cartes également pour vous expliquer un petit peu tout, pour que ce soit un petit peu plus visuel, mais en gros c'était très très grand, hein, voilà. Et surtout avec pas mal de territoires d'Afrique du Nord qui n'étaient pas à l'origine conquis par Rome ou la Grèce. Je vais me concentrer sur les gros moments de l'histoire et sur les guerres notamment, puisque c'était quand même prépondérant à cette époque-là et que je crois qu'ils ont été en guerre tout le temps, pendant des centaines d'années. Et ça a commencé, petit background, puisque ce n'est pas du tout le focus de ce livre, les guerres siciliennes ou les guerres gréco-puniques, qui ont quand même duré plus de 400 ans. Et c'était une baston constante entre Carthage et la Grèce pour avoir le contrôle de la Sicile, surtout entre donc moins 600 et moins 250 avant Jésus-Christ à peu près. Et à ce moment-là arrivent les Romains, donc au moment où Rome s'est étendue sur toute la péninsule de l'Italie. Ils ont commencé à se dire qu'ils voulaient s'étendre un peu plus loin. Ils sont arrivés dans le combat entre Carthage et la Grèce pour la Sicile, et ils se sont dit que eux aussi ils avaient envie de se joindre aux festivités et de prendre la Sicile. Et donc ça a lancé la première guerre punique. Donc les guerres puniques, c'est les guerres entre Rome et Carthage, on en parle beaucoup dans ce livre, c'est ce sur quoi on va se concentrer ici. Donc la première guerre punique, c'est donc entre Rome et l'armée romaine, qui est une armée nationale avec un recrutement parmi leur population qui était assez grand, et donc un nombre énorme de soldats, de légionnaires. Et à l'opposé, on a Carthage qui avait certes une petite partie de recrutement national, mais aussi pas mal de mercenaires, c'est important pour la suite. Ça va se battre pendant des années et des années pour la Sicile, et à Carthage, on a notamment une importance de deux personnages historiques que l'on retrouve dans ce livre, et il s'agit notamment d'un stratège et général qui s'appelle Hamilcar Barca, et également Hannon, je ne sais pas trop, Hannon on va l'appeler, Hannon le Grand, qui combat à ses côtés contre la Rome. Au terme de ces charmantes civilités, Rome gagne la guerre avec une capitulation de Carthage, et il va infliger une paix désavantageuse, humiliante, tout ce qu'on veut. Il prend la Sicile, mais aussi la Sardaigne, la Corse, d'autres choses par ailleurs, et il demande énormément d'indemnités de guerre. Carthage se retrouve endetté avec des énormes difficultés financières. Il y a un prêt notamment auprès du pharaon en Égypte qui est refusé. Ils ont du mal à payer les indemnités pour Rome, et donc ils ne vont pas payer les mercenaires qu'ils ont engagés pour la guerre, ce qui fondamentalement rend un peu les mercenaires chafouins, et les mercenaires vont se rebeller à la suite de la première guerre punique donc.
et ça va lancer ce qu'on appelle la guerre des mercenaires. Donc les mercenaires se retournent contre l'empire de Carthage puisqu'ils n'ont pas été payés, et il y a d'autres zones qui ont été annexées par Carthage et notamment la Libye qui vont se retourner aussi contre leurs colonisateurs, puisque tant qu'à faire autant se joindre à l'invasion générale. Et donc ça va lancer une véritable guerre civile avec des revendications politiques, des volontés de libération de la Libye notamment. Carthage va écraser la révolte des autres peuples, notamment toujours grâce aux deux généraux importants avec Hamilcar et Hannon. Et du coup, Carthage en profite pour s'étendre tout au long de l'Afrique et réprimer les ennemis africains à Carthage, notamment. Ça c'était plus du fait de Hannon, puisque lui il était vraiment pour s'étendre sur l'Afrique et laisser un peu Rome en paix par la suite. Évidemment, comme Carthage a été humilié par cette défaite et par tous les sous qu'il devait à Rome, qui les a vraiment humiliés juste, ça peut rappeler un petit peu l'entre-deux-guerres de XXe siècle, comme quoi vraiment on n'apprend rien. Et du coup, il y a beaucoup de ressentiments qui montent. Carthage s'étend encore et prend tout le sud de l'Espagne, qui est un endroit très riche, et du coup, ils se refont des sous-sous pour reconstituer une armée, et donc ils vont eux-mêmes redéclarer la guerre à Rome pour prendre leur revanche. Et donc cette fois-ci, ils sont menés par Hannibal Barca, donc qui est l'époux de Emils. Donc on va en parler pas mal dans ce livre, et le livre de Emmanuelle Chastelière se déroule lors de cette période qui sont les deuxièmes guerres puniques. Et donc lors des deuxièmes guerres puniques, Hannibal va mener ses armées, donc toujours une armée avec une partie nationale, une partie de mercenaires et également assez important des éléphants de guerre. Ils vont passer par le nord de l'Afrique, remonter l'Espagne et ensuite traverser les Pyrénées, puis faire le sud de la France, puis les Alpes pour aller jusqu'à Rome. C'est l'idée en gros. Et donc ça va prendre un petit moment. Et donc initialement ça se passe plutôt très bien. Ils arrivent à monter et à défaire les armées romaines. C'est à ce moment-là notamment qu'on va suivre dans le livre. Et par la suite, je vais un peu m'extraire et aller sur la suite de ce qui se passe après le livre, parce que je vais pas quand même m'arrêter là, on a envie de savoir un petit peu comment ça va se passer par la suite. Et donc, initialement, il y a beaucoup d'espoir pour Carthage, puisque ça se passe très bien pour eux, mais au bout d'un moment, il y a des petites difficultés qui se mettent, notamment avec la traversée des Alpes, qui est très compliquée, parce que notamment les éléphants meurent, parce qu'il fait froid, globalement. Et du coup, ça a été un passage un petit peu compliqué, et donc Rome va défaire Carthage, qui va du coup capituler de nouveau avec des difficultés financières. Ça va être une source de perte de territoire majeure pour Carthage, qui va se retrouver cantonné rapidement à cette petite zone qui entoure la ville, entraîné par Hannibal, donc Hannibal Barca, qui est le fils de Hamilcar, qui du coup l'a un peu élevé en lui disant que les Romains c'était tous des cons, voilà. Donc Hannibal se venge des Romains par ce biais. Et à ce moment-là, Hannon, dont on a beaucoup parlé auparavant, est grandement opposé à cette guerre et va monter tout un mouvement à Carthage, un mouvement pro-romain. En gros, il était plutôt pour aller vers l'Afrique plutôt que vers Rome, puisqu'il est grandement allié à Rome. Il va participer à une démobilisation de certaines troupes. Bref, il va un petit peu jouer en faveur de Rome dans cette histoire. C'est important encore une fois pour le roman, c'est pour ça que je le précise. Et pour conclure un petit peu, en gros, Carthage perd, Carthage est de nouveau ruiné, n'a plus beaucoup de territoire. Et du coup, Rome en a un petit peu marre de ce délire de Carthage. Ils veulent empêcher de se faire de nouveau envahir par ces Carthaginois qui leur pètent un peu les burnes. Et du coup, ils vont désarmer la cité et par une filouterie X ou Y, déclarer une troisième guerre et faire un siège de Carthage qui va quand même durer pendant 3 ans alors que la cité est complètement désarmée. C'est tout à fait louable comme exploit, on va dire. Et du coup, ensuite, ils vont détruire Carthage, ce qui fait qu'on n'a pas finalement beaucoup de données, parce que quand on détruit une ville, globalement, tous les textes et tout ça, ça disparaît assez facilement. Donc on a assez peu de données sur tout ce qui s'est passé, on a surtout les données grecques et romaines. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément
bien consigné, et notamment pour remettre dans le contexte du livre, la place des femmes et notamment Emils par exemple sont assez peu connues puisque en fait on n'avait rien dessus quoi. Et petit fun fact qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'à l'époque il n'y a pas eu de traité de paix qui a été réalisé, et donc le traité de paix a été fait entre les mairies de Rome et de Carthage en 1985. Voilà, donc depuis, il y a entre moins je ne sais plus combien avant Jésus-Christ et 1985, c'était encore officiellement la guerre entre les deux. Voilà, moi ça m'a fait beaucoup rire. Bon, j'espère que cette petite interlude historique, décidément entre la guerre du pavot et ça je fais dans les interludes historiques, j'espère que ça vous a intéressé, moi en tout cas c'est le cas, je voulais partager ça avec vous. Si vous comptez lire le livre, j'espère que ça va vous mettre un petit peu d'ordre dans les idées, que c'était assez clair. Si vous n'avez pas forcément envie de lire le livre ou pas tout de suite, même si je vous le recommande vivement, ça peut quand même être intéressant. J'espère que vous serez satisfaite de ma recommandation et je vous encourage à le prendre puisque je pense qu'avec les bonnes attentes, ça peut être une excellente lecture, vraiment. Il a tout pour plaire et je vous encourage encore une fois vivement à le lire. Je l'ai lu plus ou moins en lecture commune, je dis plus ou moins parce que je l'ai fini un peu avant elle avec Pénélope et Lucie, et là où elles en sont à l'heure où je filme cette vidéo, je sais qu'elles aiment beaucoup également. Donc voilà, si vous voulez un avis de 3 personnes, elles en parleront sur leurs chaînes respectives, je n'en doute pas, mais globalement c'est très positif. Merci à Argile du coup d'avoir mis à disposition le livre, enfin mis en vente en tout cas, le livre à Ouest-Hurlan. Et je vous encourage encore une fois à le lire. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.